Ok, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'introduction, donc je vais attaquer directement. Merci Pierre et merci Bruno pour la présentation. Moi, je n'ai pas la prétention de faire une présentation aussi exhaustive et puis il n'y a pas autant de données qui concernent le système réunionnais. Moi, ce qui m'a intéressé surtout de rechercher, c'est de comprendre un peu les points de limite et les points de bascule qui pouvaient exister dans cet environnement qui est une île et donc qui est une sorte de petite terre mais avec des contraintes un peu plus fortes. Voilà, donc je me suis basé sur des documents techniques et quelques études, mais bon, il y a moins de choses que pour le monde. Donc ça va pas être des grands noms comme Nature ou d'autres choses comme ça, mais ça reste valable. Je voulais quand même préciser en début de diapo que j'étais super content de pouvoir présenter quelque chose comme ça parce que ça fait quand même quelques temps que je suis un petit peu à bouillir dans mon coin pour essayer de, je sais pas, de faire comprendre aux gens, de faire bouger les choses et c'est pas évident. Et je remercie beaucoup Bruno d'essayer de faire bouger les choses et de rassembler les gens pour que ça avance au moins un petit poil et que les gens sachent ce qui se passe. Tac, tac, tac. Je vous invite aussi à regarder, on va mettre toutes les présentations en ligne. Et il y a un diaporama ultra intéressant par Bruno, pareil, qui est sport santé. Et ça fait un peu lien avec ce qu'on va présenter. C'est en gros, on devient de plus en plus dépendant et assisté d'un point de vue technique, technologique et physique. Et en fait, ça nous fait que du mal. Et on a beau progresser, on rattrapera jamais juste l'intérêt de se bouger les fesses et de marcher, de faire du vélo et des choses comme ça. Voilà. Et dernièrement, avant de commencer, je suis d'accord avec Bruno, le fait que tout ce qu'on me présente là, ça fait un petit peu peur. Moi, ça va pas être catastrophiste comme Bruno, parce que il y a pas autant de données, mais ça fait un petit peu peur. Mais je trouve que l'intérêt là-dedans, c'est quand même en fait d'imaginer un autre futur possible. Et je trouve ça ultra chouette parce que en gros, ça nous fait viser des valeurs que tout le monde recherche, à mon avis, mais qu'on n'est pas capable de mettre en place avec la société actuelle. Voilà, je vais commencer. Donc voilà, état des lieux et perspectives futures du système réunionnais. Tac. Alors, le climat actuel, donc selon Météo France, il y a une bonne page Météo France qui précise un petit peu tout. Sur les dernières 40 années, voilà, là on peut voir, alors la souris, yes. Donc, on voit l'évolution des températures depuis 1965 jusqu'à 2013, en prenant pour base la moyenne de 1980 à 2010. Donc, c'est même pas l'année pré-industrielle, enfin l'ère pré-industrielle, hein, on était déjà dedans, et on prend la moyenne, et on voit que progressivement, les températures qui étaient inférieures à la moyenne initialement remontent progressivement pour devenir supérieures à la moyenne. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est de manière significative. En tout cas, on voit clairement que les moyennes, là, sur 4-5 ans et là, sur 10 ans, à chaque fois, se rapprochent du zéro pour le dépasser dans les années 2000 et pour continuer à augmenter. Ce qui fait qu'au total, la Réunion a gagné 0,62 degrés en 40 ans, ce qui est un petit peu moins que la moyenne globale, mais Bruno l'a montré, c'est que les températures augmentent plus on se rapproche des pôles que de l'équateur. Excusez-moi. Au niveau des précipitations, sur la dernière quarantaine d'années, la majorité des précipitations, des mesures de précipitation ont diminué, mais de manière non significative sur la majorité de l'île. On voit là que c'est en orange sur la majorité de l'île, donc c'est baisse non significative, sauf sur la région sud-ouest, sud-sud-ouest, où ça a diminué de 8% par décennie. Donc, ce qui fait quand même autour de 30-35% quand même depuis 1970, quoi. Voilà. Et au niveau des cyclones, qui est quand même un sujet important dans l'océan Indien, ça paraît peut-être éloigné à certaines personnes qui sont en visio et qui sont en Bretagne ou ailleurs. Mais
mais c'est difficile de trouver une tendance. Il y a de nombreuses variabilités. Au niveau du climat futur, selon les scénarios proposés par le GIEC, donc là, les températures augmenteraient de 1,7 à 2,6 degrés, sachant que là, les scénarios, ce ne sont pas les scénarios les plus optimistes. RCP 6 ou RCP 8.5, ce sont les deux scénarios les plus pessimistes. RCP 6.0, c'est autour de 3 degrés d'augmentation de température globale. Je regarde Bruno qui me confirme. Ça, c'est des courbes qui sont indexées en fait à l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et on voit que de manière annuelle, ça se réchauffe, plus ou moins selon le scénario proposé. On voit quand même que ça se réchauffe moins qu'au niveau de Madagascar et que la côte est africaine, étant donné qu'on est au niveau d'un océan. Par contre, il faut quand même savoir que sur la carte globale, je ne sais pas si vous avez regardé faites attention aux cartes de Bruno, mais on réchauffe quand même pas mal dans notre zone. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais, les concentrations de dioxyde de carbone en partie par million dans l'atmosphère. Actuellement, on est autour de 400 et ça monte plus ou moins selon les scénarios. Ça, je reprends une étude que Bruno a utilisée au niveau de l'augmentation des températures qui pourrait augmenter le nombre de jours mortels par an. Et c'est assez intéressant. En gros, là, donc on a plusieurs cartes. À chaque fois, c'est la latitude et les années qui augmentent. Nous, on est autour d'ici. Et la Réunion, c'est autour de moins 20, 23 degrés de latitude. Donc plutôt ici, sachant que la France métropolitaine, c'est autour de 43 degrés si je ne me trompe pas. Donc on est quand même plus loin. La souris, voilà, tac, on est quand même plus ici, 43 degrés nord. Donc l'augmentation du nombre de jours mortels est largement plus importante près de l'équateur, bien que l'augmentation de la température soit moins importante à l'équateur plutôt que vers les pôles. Et ça, c'est dû à l'humidité relative qui est très importante. Et en gros, il faut se baser sur une courbe qui est ici, là. Et en fait, plus l'humidité est importante, plus l'air est chaud, plus il peut être humide déjà. Et plus l'humidité est importante, moins le corps a les capacités de se refroidir par la transpiration. Donc, si je ne me trompe pas, on voit qu'en 2050, il y a à peu près 50 jours invivables ou alors dont la chaleur est mortelle à La Réunion. Alors ça, c'est pas La Réunion. Enfin, oui. Là, tu parles de quel 2050. Ouais, tu parles ici, là. À La Réunion, ouais. Jour mortel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est à 50 jours en 2050. C'est ça. Invivable à La Réunion. C'est ça. Alors qu'actuellement, on en est à presque zéro. Donc, ça veut dire que dans 30 ans, sur 365 jours, il y a 50 jours où quand on est là, en gros, on ne peut pas vivre dessus. C'est ça, exactement. OK. C'est ça. Pourquoi tu dis presque zéro? Parce que en 2020, on est plutôt là. Ouais, en 2020, ouais. Dans la vraie vie, il y a 0 jour où c'est invivable. Alors, je ne peux pas dire le nombre de jours précisément. Ça, je me base sur l'étude. Après, je n'ai pas de chiffres donnés réels. Le décalage entre la courbe et la réalité. Ouais, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution future, effectivement. 0 jour. Il y a des zones sur la planète qui sont aujourd'hui invivables. Ouais. Enfin, tu peux y passer quelques heures dans une voiture climatisée ou dans un camp au pôle. Oui, c'est ça. Et ce qui joue effectivement, c'est aussi où est prise la mesure, parce qu'il faut quand même rappeler que La Réunion, c'est comme une zone ultra montagneuse, donc il y a des fortes disparités de climat. Exactement, c'est ça. Là, les températures, si je reviens un petit peu avant, les températures, c'est l'aéroport de Gilo, donc à Saint-Denis, où forcément il fait assez chaud, et la plaine des Cafres, où là il fait même plutôt froid, parce qu'on est autour de 1500 mètres d'altitude. Ok.
Voilà. Donc, en fait, eux, ils ont fait une moyenne, ils ont homogénéisé les deux mesures. D'accord. Tac, tac, tac. Voilà, donc chez nous, ça va moins changer, mais on est quand même plus à risque au niveau des tropiques. Au niveau des tendances, les vents seront excusez-moi, plus soutenus en hiver. Les cyclones seront probablement plus intenses, associés à plus de précipitations. Au niveau des pluies, il y aura plus de différences d'un point de vue géographique. Donc, la côte sous le vent sera moins arrosée que la côte au vent, donc c'est-à-dire la côte est. Et l'hiver, il pleuvra moins que l'été. Il y aura plus de différences, ça sera plus marqué. Bon, ça te pose un problème si on fait des remarques? Non, il n'y a pas de souci, ouais, ça après, je fait discuter. Ouais. Bon, pour les cyclones, je m'interroge. Ouais. Je suis arrivé ici en 83, il y a 40 ans. Il y avait beaucoup plus de cyclones avant et beaucoup plus forts. Okay. Là, il n'y en a plus. Tout le monde s'affole en disant « Ouh, il y a un cyclone, c'est branle-bas de combat, les médias s'en mêlent et tout ». Demande à tout Réunionnais, un peu de mon âge et voire plus. Ouais. Il y avait les cyclones, le dernier gros, la Feringa. Je te parle de cyclone, de vrais cyclones, pas de dépression où il pleut 3 jours, où ça casse 4 arbres. Un vrai cyclone. Moi, là, je suis revenu en 98. Il y a eu de vrais cyclones depuis 98. Il y a eu des bouts, des bords de cyclones et tout, qui ne sont pas passés sur la Réunion. Je trouve qu'il y en a moins en Je trouve que sur une toute petite échelle, et ce que je dis est peut-être faux, tu as peut-être raison, mais de l'avoir vécu, je trouve qu'il y a de moins en moins de cyclones. Est-ce que c'est pas juste qu'ils sont décalés? Alors, exactement. C'est qu'en fait, ils se passent moins sur la Réunion. Oui, alors ça c'est possible. Ce que j'allais répondre, c'est qu'en fait, il y a un décalage vers le sud et vers l'est. Il y a un décalage vers le sud et vers l'est des cyclones. Il y en a peut-être plus, mais ils passent moins sur la Réunion. Alors, tant mieux. Au niveau mondial, je crois qu'il n'y aura pas plus de cyclones, ils seront plus violents en moyenne mondiale. En vent, en pluie, en dégâts. C'est ça, là c'est les deux, hein. C'est intensité et précipitation. Ouais. D'accord. Et effectivement, il y a des études qui montrent qu'au niveau du système océan Indien, les cyclones se décalent vers le sud et l'est. L'effet de l'eau, l'air, des masses, ça va peut-être plus vers les pôles. Ouais. D'accord. Un gros système qui passait à l'arrière, mais pas sur la Réunion, qui passait au-dessus de... Au-dessus de Patrimoine-Maurice. D'accord. Voilà. Je comprends mieux. Mais sans problème pour les questions, ça fait vivre le topo. Voilà. Au niveau de l'élévation de la mer, du niveau de la mer qui fait un peu stresser la métropole et de nombreuses régions dans le monde. À La Réunion, ce serait donc dans un scénario avec une fourchette entre 30 cm et 1 mètre selon les scénarios. Il faut savoir qu'au niveau de la Réunion, enfin de l'océan Indien, le niveau de la mer monte un peu plus vite que dans certaines autres zones du fait de la température de l'eau qui fait qu'elle est un peu plus dilatée. Et il y a quelques zones, je ne sais pas où je l'ai mis, voilà. Quelques zones qui sont à risque. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver l'étude, mais j'ai trouvé ça sur un article de journal. Le BRGM, c'est le Bureau des recherches géologiques et minières, donc qui fait des études à La Réunion, et qui disait qu'il y avait 4 zones de La Réunion qui pourraient être sous l'eau avant 2100. Donc, bien qu'il y ait un certain nombre des côtes qui sont surélevées avec les coulées de lave, il y a quand même une certaine partie autour de Saint-Paul, Saint-Benoît, Saint-Louis, qui sont des zones peu surélevées qui pourraient être à risque. Ça, c'est pour marquer un petit peu le coup. C'est je crois que c'est le premier ministre du Tuvalu, si je ne me trompe pas, qui a fait un discours pour la COP26. Et pour marquer les esprits, il l'a fait les jambes dans l'eau, ce qui est assez représentatif de l'urgence, qui est d'autant plus ressenti dans ces petits pays de l'océan Pacifique qui sont très peu surélevés. Ensuite, bon, voilà, je fais un petit focus géographique. Donc ça, c'est la Réunion. Ça, c'est la Réunion avec Maurice. Là, on voit Madagascar qui apparaît, Mayotte un petit peu.
avec la côte africaine. Donc, vous voyez, la Réunion, ce n'est pas grand-chose. Et quand on regarde par rapport à la métropole, on est carrément ultra loin. On est à presque 10 000 km. Donc, ça, c'est pour remettre un peu le contexte. Et c'est pour parler des énergies. Donc, un sujet un petit peu plus technique. Au niveau des énergies, en 2011, on avait une consommation d'énergie primaire qui était d'environ 1420 kilotonnes d'équivalent pétrole. Donc, c'est une quantité énergétique de ce que peut produire en énergie une tonne de pétrole. Voilà. Donc, la grande majorité était produite par des énergies non renouvelables type fossile, charbon, fuel léger, et une petite partie qui correspondait à 166 kilotonnes d'équivalent pétrole, des CATEP, qui étaient faits par les énergies renouvelables. Ça, c'est par personne? Non, ça c'est au niveau de la… Alors, Pierre demande si c'est par personne, c'est au niveau de la réunion au total. Non, parce que je vais vous montrer après. La consommation par personne d'énergie à la Réunion est autour de 1,7 CATEP. Donc, si on se replace au niveau des régions françaises, la Réunion n'est pas trop mal placée d'un point de vue relatif seulement. Hein. On a 11,7% de taux d'indépendance énergétique. La Corse qui l'emporte avec plus de 30%. Voilà, donc on n'est pas trop mal placé, mais il faut quand même remettre dans le contexte que c'est seulement 11% d'indépendance énergétique, sachant qu'on est un territoire ultramarin. Pour préciser, donc là, voilà, je vous ai parlé de la consommation d'énergie primaire, mais ce qui nous intéresse un peu plus au niveau des études, c'est la consommation d'énergie totale finale, qui est la consommation d'énergie primaire moins la perte de rendement, quoi. La consommation d'énergie totale finale en 2011, c'était 957 CATEP. Il y avait 22% qui étaient de l'électricité et 65% qui étaient de l'énergie pour les transports. C'est énorme. C'est énorme. Par rapport à métropole où je n'ai pas sorti les chiffres, mais ce n'est pas exactement le même ratio parce qu'il y a plus d'électricité qui est utilisée pour le chauffage en particulier. Et là, on n'a pas de transport maritime, ni fluviaux, il n'y a pas de train. Oui, mais par contre, il y a tout ce qui est avion et camions et voitures et containers. Et le fret un petit peu, mais on va voir après que c'est pas grand-chose au final. Donc, au final, là-dedans, il faut voir que 30% du mix énergétique de l'électricité, donc 30% de 22%, provient d'énergie renouvelable. Voilà, donc ça, c'est le mix énergétique toujours en 2011. Donc, tac. Énergie renouvelable, ça va être ça, les 30%. Et la grande majorité, c'est du charbon. Donc, ce n'est pas comme en métropole où c'est du nucléaire. Nous, c'est encore bien sale. L'électricité. Pour l'électricité. L'électricité seulement les 22% d'énergie. Sinon, c'est surtout du fuel, en fait, du gasoil et de l'essence. En 2019, ils ont actualisé les données. C'était plutôt 1491 CATEP. Donc, au final, on reste à peu près stable. Et le mix énergétique global aussi. Donc, il faut voir qu'on était à 11,7% en 2011. On gagne 0,8% d'énergie renouvelable en 2019, en 8 ans. Et le reste, ça reste à peu près la même chose. C'est l'énergie totale. Ça, c'est au niveau de l'énergie primaire, pardon. Ouais, l'énergie primaire. Donc, c'est la même donnée que la première chose que j'ai montrée sur les 1420 CATEP. OK. Donc, le charbon important et le gasoil, c'est les deux gros… Donc, en gros, fuel plus gasoil plus charbon égale… égale 87%, 87,5%. On réduit d'au moins 80%. C'est ça, sauf qu'en fait, on ne roule plus, on n'utilise plus les clims. Mais oui, effectivement, c'est ça. C'est au moins 80%, quoi. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une partie de tout ça, ça sert aussi à produire de l'électricité. Là, tout le renouvelable, ça fait en gros de l'électricité. Enfin, ça fait que de l'électricité, ça ne peut pas faire autre chose. Mais il y a une partie de l'électricité, mais une grosse partie qui est produite par des moyens non électriques. Zéro émission en 2050, ça nous fait
Plus de pétrole, c'était 15-20%, en gros, c'est les transports. Plus de charbon, en gros, c'était… C'est électricité. Ouais, c'est électricité, ouais. Ok. Ouais. Ça, ouais. Ok. Ouais, compliqué. Il faut bien changer les habitudes, mais les habitudes sont prises. C'est ça, ouais. Pascal dit qu'il faut changer les habitudes, ben, c'est ce que je vais montrer après. De société, ouais. Enfin, pas d'habitude, de concept. Je résume, ouais. Et donc, au final, voilà. Donc là, je vous ai montré l'évolution de 2011 à 2019. Donc, en fait, on a gagné 0,8% d'indépendance énergétique, mais en gros, bah, c'est stable, quoi. Sachant qu'il faut remettre dans le contexte politique, où on voyait que lors du Grenelle de l'environnement, l'objectif était une autonomie énergétique. Donc, énergétique, pas seulement électrique, énergétique, donc totale, en 2030, donc dans 8 ans, en fait. Bon, on voit qu'on n'y est pas du tout, avec un palier en 2020 à 50% de l'énergie totale à partir d'énergies renouvelables. Donc là, on est à 12%. Donc, on n'y est encore une fois pas du tout. En 2011, les textes montrent qu'ils réduisent l'objectif à une autonomie électrique. Donc, ils sentent que voilà, ce n'est pas possible. Voilà. Et il faut savoir que cette autonomie électrique, elle était acquise en 1982. Donc, en 1982, 100% de l'électricité était produite sur l'île. On n'avait pas besoin de brûler du charbon pour produire notre électricité. Enfin, je dis notre, je ne suis pas réunionnais, mais voilà, c'est un raccourci. Ce qu'il faut regarder, c'est voilà, le taux de pénétration des énergies renouvelables dans la production électrique. Donc, en 2000, c'était 46%. Actuellement, c'est 31%. Donc, on peut regarder, hein, ça a diminué progressivement avec des petites fluctuations, mais en gros, ça diminue. Le taux de dépendance énergétique, pareil, de 2000 à 2019, ça fait quand même un bon recul de 20 ans. On passe de 83% de dépendance, donc on était indépendant à 16%, 16,1%, et on passe à une autonomie, une indépendance à 12,5%. Donc les indicateurs se dégradent, malgré des objectifs qui nous poussent à faire mieux. On en parle de plus en plus, on fixe des objectifs et en gros, on les respecte de moins en moins. C'est ça, exactement. Alors qu'on fait tout pour. Exactement. Et pour la Réunion, c'est particulier par rapport à la métropole. Il faut remettre aussi un peu dans le contexte. Donc, les émissions de CO2 d'un métropolitain de CO2 pur, pas d'équivalent CO2. Hein. Parce que Bruno parlait de 12 tonnes, c'est les équivalents CO2, mais le CO2 pur, c'est 8 tonnes. Le réunionnais, ce sera plutôt 5 tonnes. L'énergie, vous voyez, ce n'est pas des kilotep, c'est des TEP. Le métropolitain sera 4,1 et le réunionnais 1,7. Donc, on est encore très loin des standards métropolitains. Mais le problème de tout ça, c'est qu'en fait, la métropole a des taux de consommation énergétique et d'émissions de CO2 qui sont donc des évolutions qui sont moins importantes. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais j'avais regardé un petit peu. Alors que le réunionnais, lui, alors, il a moins besoin d'énergie du point de vue chauffage, mais sinon, en fait, il tend à retrouver les niveaux de consommation et de production métropolitains par une augmentation du niveau de vie. La Réunion, il y a 50 ans, c'était clairement pas la métropole il y a 50 ans. Il n'y avait pas la clim. Exactement, il n'y avait pas la clim. Comme dit François, enfin, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il y a 50 ans, ça a évolué très, très rapidement. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, tous les indicateurs se dégradent. Et c'est pourquoi je pense qu'à La Réunion, on est quand même bien placé pour agir. C'est un peu frais dans les mémoires, ce mode de vie, et ça fait peut-être un peu moins peur que des citadins qui sont citadins depuis plusieurs centaines d'années. Ouais. Exactement, c'est un peu l'espoir que j'ai. Ouais. C'est que les vieilles générations sont… Mais il y a une envie… C'est un point fort, Il n'y a pas d'échappatoire. Parce qu'on a une île de l'eau autour. Si on pourrit la terre, tu vas en parler, il n'y a pas… C'est fini. Alors, il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas se déplacer. Effectivement. On l'a vu pour la nouvelle route du littoral, on est limité au niveau minerai. Enfin, on n'a pas assez… On ne peut pas se déplacer. C'est ça. Après, voilà, donc effectivement, il y a les mémoires qui sont plus fraîches, comme dit Bruno, et c'est un peu mon espoir. De l'autre côté, il y a aussi un retard dans les mentalités. Alors là, je n'ai pas de chiffres
Et je n'ai pas trop creusé, mais c'est franchement ma sensation. Et quand j'en parle aux gens autour de moi, ils sont, je pense, tous d'accord. C'est qu'il y a un petit retard dans les mentalités, mais qui est normal. C'est comme la France dans les années 70, où il y avait une envie de se doter de moyens techniques, d'électroménager, etc. Et du coup, il y a un manque de sensibilisation qui fait qu'on s'éloigne quand même des objectifs. C'est un peu à mettre en balance. Voilà. Il y a un problème d'explosion démographique aussi. J'en parle après, oui. Il n'y a pas de souci. Et puis la route du littoral, par contre, c'est encore une solution pour l'automobile. Exactement. Voilà. Alors, là, on parle de la nouvelle route du littoral. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Je ne suis pas du tout un expert sur le domaine, mais en gros, c'est une route de déviation qui part de Saint-Denis et qui arrive au niveau du port, enfin de la possession, qui permet d'éviter de rouler aux abords des falaises de la montagne, parce qu'en fait, il y a souvent des éboulis, certains sont mortels, ou en tout cas, il y a des fortes perturbations du trafic automobile. Et donc, nos chers politiques ont décidé de construire la route la plus chère au monde au point de vue kilomètre. C'est, je ne sais pas combien de milliards, c'est 1 ou 2, je crois. À l'échelle de la Réunion, qui est une petite région quand même, il faut le préciser, c'est 800 000 habitants, c'est Nantes, quoi. Et donc, on a construit une jolie route sur pilotis qui n'est pas encore fonctionnelle et qui est assez impressionnante quand on passe à côté. Mais en fait, ça entérine complètement la dynamique automobile et pas du tout les transports en commun qui auraient pu être privilégiés et qui étaient l'option alternative, quoi. C'est une route qui a une durée de vie de 100 ans. Ok, et Pascal précise que c'est une route qui a une durée de vie de 100 ans. 100 ans en avant, mais en fin de compte, on n'a pas pensé du tout à Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, pour rajouter un peu dans le débat, mais là, je m'éloigne de mon topo, mais c'est qu'ils ont fait des choix pour faire certaines zones qui ne soient pas en pont, mais en digue plutôt, donc en dur, donc du remplissage de cailloux, juste pour faire de l'utilisation de main-d'œuvre, de ce que j'ai compris. Voilà, c'est de la compréhension personnelle. Et en fait, les cailloux, on ne les a pas trouvés à La Réunion, il n'y en a pas assez. Et c'est ce qui a mené à des blocages et on a dû aller les chercher je ne sais pas où. Je crois qu'il y a eu des discussions avec Maurice, tout ça. Enfin bon. Mais je ne vais pas m'avancer parce que là, je m'éloigne de mes… C'était à La Réunion, c'était l'exploitation. Oui, c'est ça. En fait, ils ont pris un petit peu à La Réunion, puis à un moment, ça a bloqué. Et, parce qu'en fait, c'est des volumes de roches fabuleux. Donc, ouais, c'est ça. On va chercher dans les îles voisines, mais ouais. Voilà. Bon, je reviens sur… Un gros débat écologique, ouais. Énorme débat écologique. Moi, je me demandais s'il valait mieux pas, parce que les écolos, on va dire, voulaient l'arrêter. Mais personnellement, moi, je me suis dit qu'il faut la finir. Et en effet, la finir, et quitte à après mettre des vélos et des tramways dessus. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Mais bon. Il faut la finir. Débat. Ouais, non, mais là, c'est… je pense que là, il ne sert à rien. Gros débat. C'est un débat. Je ne sais pas si… Ah non. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à La Réunion, je l'apprends peut-être à certaines personnes, mais en gros, les transports en voiture sont franchement majoritaires de par les mentalités, beaucoup, chacun a sa voiture, et aussi de par la topographie de l'île qui est ultra accidentée et donc qui ne favorise pas les transports en commun. En fait, il y a plein de petites routes, de petites choses et les bus ne passent pas ou c'est compliqué. Le train, il ne passe pas. Hein. Exactement, le train ne passe pas. Après, le train aurait pu passer sur le bord de l'île, mais bon, je vais revenir sur mon topo mais c'est intéressant. C'est au cœur du débat de La Réunion. Hein. Oui, c'est un gros débat, effectivement. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, les transports sont bien 48% des émissions de CO2 à La Réunion. Exactement. C'est même 50% de ton topo. C'est ça, exactement. C'est un peu cata. Il faut voir que le côté industriel, on ne fait pas grand-chose à La Réunion, on importe quand même beaucoup de choses. Donc, les émissions sur place sont peu importantes. Alors, je ne connais pas les émissions importées, mais ça, c'est des notions qui sont un peu nouvelles, j'ai l'impression, et je pense qu'on serait un peu cata. Mais les émissions sur place sont peu importantes de l'industrie et de l'agriculture. Mais en gros, c'est surtout transport et production électrique. Sachant que le transport routier, alors qu'on est une petite île, c'est la grande majorité. C'est autour de, à vue d'œil comme ça, 66%. Le transport aérien qui est important. Alors, le transport aérien, c'est un peu de fret et c'est aussi beaucoup de tourisme, îles alentours et métropole.
Et ensuite, il y a le transport maritime qui est peu important. Sauf que là, je n'ai pas vérifié, mais en fait, ce n'est pas que du CO2 que ça émet, c'est aussi ils utilisent des gaz lourds, donc il y a des particules particulières qu'ils émettent, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais il y a une sorte de pollution en particules fines aussi qui n'est pas prise en compte là. Tac. Donc là, pour marquer les esprits, j'avais fait une randonnée à Takamaka, qui était magnifique par ailleurs. Et donc, c'était un gros barrage, ça se trouve dans l'Est, et c'est la zone où il y a la plus forte pluviométrie au monde. C'est le record de pluviométrie, c'est dans la région de Takamaka. C'est 20 000 mm, si je ne me trompe pas. La centrale EDF. C'est énorme, quoi. Donc, c'est une région très, très verte. Et ils ont creusé, ils ont fait un petit barrage avec une station souterraine. Techniquement, c'est impressionnant. Il faut dire qu'au tout début, en 1968, c'était 85% de l'électricité de l'île. Un barrage, parce que maintenant, il y a Takamaka 2 et 3, si je ne me trompe pas. Là, c'était Takamaka 1. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, ces 85%. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, c'est 3,4% la production électrique totale, sachant que c'est seulement utilisé dans les pics de consommation. Ce n'est même pas de la consommation de base, c'est des pics de consommation. Donc, en gros, la consommation électrique a complètement flambé, quoi. Voilà, donc là, j'ai copié un petit texte d'une étude. Il faut un petit résumé. En gros, la Réunion, c'est une configuration originale à cause de plusieurs caractéristiques. Donc, région insulaire, périphérique, donc on est en plus éloigné, sans ressources énergétiques fossiles, avec une forte croissance démographique, on va en parler, et un étalement urbain qui est diffus du fait de la topographie. Donc, ils disent que c'était une région qui était autonome sur le plan énergétique pour l'électricité au début des années 80. Et maintenant, on est complètement dépendant à cause de l'amélioration de l'équipement des ménages, le poids de la croissance de la population et les politiques incitatives fiscales. Permettent de motiver un peu les troupes et de pousser vers les énergies renouvelables. Mais bon, on a vu avec Bruno que c'est quand même pas la panacée. Au niveau de la démographie, un petit point. Au 1er janvier 2018, on était autour de 855 000 habitants. La population augmente de plus 0,5% par an. Donc, il y a une certaine partie, il y a un bon taux de naissance, mais il y a une partie de la population qui s'en va en métropole et ailleurs. Donc, on en est à 0,5%, ce qui est quand même pas mal. On est Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un problème de son. On ne vous entend plus. On ne vous entend pas. Enfin, pour ma part. Allô, allô? Ouais. C'est bon, c'est bon. Ok, ça fait longtemps que vous ne m'entendez pas ou pas? Non, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ok, ça marche. Bon, voilà. Donc en gros, la Réunion, c'est une île qui est déjà densément peuplée. Je n'ai pas mis le chiffre, mais on est aussi assez dense. Et ça va faire que s'empirer, si je peux dire. Mais tous ces modèles-là, notamment d'augmentation de la démographie, est-ce qu'ils prennent en compte tout ce qu'on vient de dire? Parce que c'est toujours pareil, c'est comme on parle du problème des retraites en 2050, mais bon, je me demande s'il y aura vraiment un problème des retraites, on va dire. C'est pareil pour l'augmentation de la démographie, c'est qu'ils font un modèle sur l'hypothèse du taux de consommation actuel et du maintien du système politico-économique actuel. Et puis de la vieillissement de la population, compliqué de dire, je sais pas. Une idée. Peut-être, mais en gros, pour moi, je sais pas. Ils ne font pas vraiment de sens. Ouais, peut-être. Bon, mais ça doit être toujours sur des modèles de. Bon, en tout cas, on augmente plus que les régions, enfin plein d'autres régions françaises, mais effectivement, je ne sais pas sur quoi ils se basent. C'est toujours compliqué. En gros, ça augmente. Ouais, ça augmente. Voilà. Mince, tac.
Point de vue socio-économique, le niveau de vie médian, il est à 1 290 €, sachant que le seuil de métro qui se fait peu à La Réunion et qui est importé par bateau et conteneurs frigorifiques, quoi. Donc, il y a de nombreuses variabilités selon les produits. On voit qu'au niveau de la viande, on n'est pas trop mal. Et c'est justement là qu'il faudrait diminuer selon le topo de Bruno. Au niveau du lait, on n'est pas top. On est à 65% et 14% du marché global. Donc, en fait, là, on met ce qui est lait en poudre, lait concentré, enfin, des choses comme ça. Et pareil, au niveau des légumes, malgré la très forte diversité des fruits et légumes à La Réunion, on en importe un certain nombre, dont des pommes, des poires, des oranges, des choses comme ça. Petit focus sur la canne à sucre, qui est une culture emblématique de La Réunion et de certaines autres îles, mais La Réunion en particulier. C'est quand même 60% de la surface agricole utile. Elle est souvent critiquée. Et moi aussi, initialement, sans m'être fait d'avis, je la critiquais beaucoup parce que on entend toujours que c'est une culture qui est ultra dépendante des subventions nationales et européennes. Mais elle est quand même structurante à de nombreux étages. Donc, j'ai repris un petit tableau d'une étude qui parlait de l'autosuffisance alimentaire à La Réunion, entre autres, mais aussi dans les autres îles. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais toutes les sources sont en bas des diapos et elles sont tous disponibles facilement sur Internet. La canne à sucre, c'est quand même intéressant dans le sens où c'est une filière qui est très structurée, qui apporte de nombreux emplois dans un contexte, on a vu, qui est un peu fragile au niveau économique. Et il y a de nombreux intérêts à la culture de la canne. Donc, ce n'est pas juste faire du sucre. C'est aussi la bagasse pour la production d'énergie, c'est aussi la production d'engrais et c'est une culture qui n'appauvrit pas les sols. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais dans tout ça, il faut quand même savoir que c'est ultra subventionné. Et ça empêche aussi potentiellement le développement d'autres cultures plutôt à type alimentaire. Au niveau de l'artificialisation des sols, actuellement, on est dans une dynamique de diminution de cette artificialisation. Donc, avant, on était à 500 hectares par an entre 1997 et 2008, du fait de la forte croissance démographique. Actuellement, on est plutôt à 130 hectares par an et on vise, les politiques visent et on produit une note d'intention dans un journal, c'était probablement Le Quotidien, qui est ici, là en bas, qui est paru récemment, une note d'intention qui dit qu'en 2050, ils aimeraient atteindre les objectifs d'une artificialisation nulle. Donc, ça veut dire que si la population continue à augmenter, ça veut dire qu'il faudrait densifier le mode d'habitation, comme ça se fait dans les grandes villes. Et c'est la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle les prix de l'immobilier flambent à La Réunion aussi. Donc voilà, les sols cultivés dans ce contexte-là, ils sont sous pression, même si le risque est compris par les politiques. Pour l'instant, la surface agricole utile reste à peu près stable. Elle diminue un peu, mais pas beaucoup. Et ça, c'est au détriment des friches et grâce aux politiques de densification, comme je disais. Voilà, bon, depuis les 80, ça a quand même diminué. Vous voyez la surface agricole utile totale. On est passé d'un peu plus de 50 000 à un peu plus de 40 000. Et voilà, on voit que la canne à sucre diminue aussi, sachant que le seuil de viabilité, je crois que c'est autour de 25 000 hectares pour la canne à sucre. Donc là, on est juste tout pile, quoi. Donc c'est assez fragile. Et les autres surfaces agricoles, plutôt à type de production légumes et fruits. Donc là, on voit que les sols artificialisés représentaient une petite part de risque, mais qu'on est allé chercher dans les friches pour maintenir des taux à peu près stables. Voilà. Au niveau de la biodiversité, j'ai mis une petite image du gecko de Manapani, qui est une espèce endémique assez rare et très protégée et qui est très jolie. Donc voilà, c'est un peu un symbole. Et c'est pas très loin de chez nous. Au niveau de la faune, Bruno parlait de moins 65% en gros de diminution. 68 en 46 ans. 68%
des populations d'espèces et pas de la… Des vertébrés, oui, pardon. En fait, c'est presque 10 fois plus. Des vertébrés, mais des populations. Donc, en fait, ça veut dire des espèces. Donc, ce n'est même pas le nombre d'animaux, mais c'est les espèces. Ouais, c'est une question que je t'ai pas posée. C'est la biomasse. C'est la biomasse, ok. D'une génération à l'autre. C'est pas le nombre d'espèces, mais c'est le nombre d'animaux, en gros. Enfin, c'est le poids des animaux. Voilà. Là, moi, je vais parler en termes d'espèces. À La Réunion même, 33% des espèces de poissons d'eau douce sont menacées. Alors, je ne sais pas combien il y a de poissons d'eau douce parce que je vous avoue que je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Ça doit concerner peu de poissons. 45% des espèces de reptiles, 21% des espèces de mammifères. Donc, on voit que, pareil, les indicateurs, ils commencent à s'effondrer. Au niveau de la flore, on sait que la flore à La Réunion est très importante et il y a de nombreuses spécificités. Il y a déjà 49 espèces qui ont disparu. Donc, ça veut dire qu'on les a enregistrées et qu'on a eu le temps de les voir disparaître. 30% des espèces indigènes et 15% des coraux sont menacés. Sachant que si on parle de 15% des coraux, alors là, je n'ai pas d'études, mais tout le monde connaît l'état des coraux à Saint-Pierre et à l'Ermitage. C'est 15% de pas grand-chose. Hein. Donc, voilà. Mais parce que quand il prend la décision, il vire au bout de 2 ans parce que la société n'est pas d'accord. Oui, sauf que ça va être… Oui, non, je suis d'accord. Mais en fait, il privilégie aussi son intérêt personnel. Quand tu m'élis, je prends la position, tac, je me fais virer dans un an. Oui, mais tu auras passé la chose. Et tu auras fait un changement majeur. Non, moi, je ne suis pas d'accord. La ministre, je crois que notre ministre de l'écologie, ouais. quand elle n'était pas ministre, elle était contre les pesticides. Là. Ouais. Allez, les néonicotinoïdes. Elle le fait voter. Ouais. Alors là, c'est un des exemples de l'impossibilité. Il y a ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut réfléchir, il y a l'intellectuel que tu es, et après, il y a la vraie vie, la vraie politique, et ça, c'est inexorable. Tout ce qui se passe est inexorable. Le problème, c'est qu'il faut agir rapidement, parce que là, oui. on a vu la pollution. Voilà, ça va vite. Ouais. C'est pour ça que je pense que… Et nous, ce qui nous propose des solutions qui sont, comme on dit ici, tilant. Petit à petit, on va réussir à créer des choses. Mais le problème, c'est qu'il faut réagir tout de suite. Donc, moi, c'est ce que je pense. Hein. Pour moi, il n'y a que la politique qui peut vraiment faire changer. Je suis d'accord. Oui, mais il faut que les gens soient informés. Si là, actuellement, le président de région dit tout et les populations ne sont pas informées, ils virent direct en quelques mois. C'est la grève de la rue, ça va. Il faut informer les populations, il faut que les populations soient informées et elles soient d'accord. Après, le politicien va suivre. Mais personne, il n'y a aucun parti politique, il n'y a pas, sûrement pas les écologistes. Mais les partis vont naître à un moment où toute la population est d'accord. Le politicien, il va prendre un peu d'heure, il va suivre de toute façon rien que pour se faire élire. Ou alors, il va y avoir d'autres personnes qui vont se présenter, qui vont suivre les idées. Sachant que… Croire que le politicien impose des idées, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas parler de français, là. Hein. Oui, c'est ça. Tant que tu auras les États-Unis, la Chine et la Russie… Alors après, autre chose, ça je suis d'accord. Tu ne vas pas aller voir Poutine en lui demandant de faire quoi que ce soit. Mais globalement, c'est vrai qu'on est une île, on est là. Ah oui, ça c'est autre chose. Les enfants suivent les parents. On peut leur éduquer ce qu'on veut, on peut leur dire ce qu'ils veulent. Pareil que toi. Oui. Du coup, nous, on fait. Les gens, ils vont nous copier. De toute façon, on a raison parce que la science est après nous. Moi, je pense que du coup, tu fais, les gens vont nous copier à partir du moment où tu as trouvé un modèle qui marche. En plus, sur l'île. Dans l'évolution du nombre de McDo et de burgers à La Réunion, ça augmente. Non, mais donc ça, c'est important. Donc ça augmente. C'est pour ça que moi, je pense que déjà, en tant que soignant et scientifique, on s'informe, on bosse. Je pense que l'état d'urgence climatique, du coup, l'idée, c'est de lancer au moins parmi les soignants de l'île, on n'est pas nombreux. On fait retentir de la population. Franchement, avec une population réunionnaise qui, il y a quelques temps, était encore dans les champs, ils vont pouvoir réfléchir, ça ne va pas les choquer. Voilà. Et si on arrive petit à petit à mettre en place quelque chose, il va y avoir des trucs qui vont nous copier. La France va essayer de nous copier. Après, d'autres pays vont nous copier. Et après, voilà. Et à l'échelle de la Réunion, est-ce qu'on ne va pas juste réagir alors, par l'éducation, ok, mais peut-être juste quand les prix vont augmenter de manière juste impossible. Il n'y a pas de rapport, je crois, avec l'économie. L'économie n'est pas du tout basée d'ailleurs sur les ressources naturelles. Non, je suis d'accord, mais effectivement, sauf à un certain point de rupture, on voit par exemple que le bois, là, c'est en train de flamber. Enfin, il y a des ressources qui ne se tiennent pas. Les gens, quand ils n'auront plus d'argent, ils n'auront plus à vivre, mais il n'y aura pas de rapport entre le prix
Et le truc, il n'y aura plus un problème d'éducation, sinon il faut changer de système. C'est bien que l'augmentation du prix du paquet de cigarettes n'a jamais fait quoi que ce soit. Les gens ils vont dire, ah, mais c'est le prix, du coup, c'est le politique. Alors qu'en fait, pour moi, encore, il n'y a aucun rapport avec le politique, il y a un rapport avec la science et les ressources naturelles, qui n'a pas de rapport. Il faut sortir Les gens pensent que c'est l'économie, la politique qui régule les choses, alors qu'en fait, non, ce qui régule les choses, c'est, à mon avis, la science et la nature, quoi. Tu vois, Bruno, il y a un point, c'est dans le sujet d'aujourd'hui, mais je ne sais pas où ça en est. Très, très bonne idée du CHU Sud, c'est d'être autonome en termes de climatisation. On en parle. Tu connais ce projet-là? Un petit peu. Hein. On est un hôpital qui est à, on va dire, 1 kilomètre de la mer. Peut-être même pas, non. 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres. Et alors, le projet, et là, ça descend la mer là, très vite, c'est de mettre un gros tube, gros tuyau qui descendent dans la mer avec un système d'échange thermique, d'aller chercher le froid, de remonter le froid et de climatiser tout l'hôpital. Tu connais ce projet? Oui, j'ai vu le projet, ouais. Mais alors, pardon? Alors oui, c'est pas tout à fait la géothermie. Une sorte de géothermie, quoi. Et donc, aller chercher le froid où il est, transporter, voilà, comme un frigo, quoi. Ouais. On fait du froid en extrayant du chaud. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment super. C'est une petite goutte d'eau, peut-être. Mais t'imagines que toute la clim de l'hôpital, ça en fait des ouais. Non, il faut faire ça, mais je pense qu'il faut faire ça. Ouais. Je pense ça, mais on rajoute, on fait vite et on fait aussi faire des études. Moi, je pense que, il y a une urgence. Déjà, au moins, je pense que ce discours, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut le faire passer déjà aux soignants. Parce que, je sais pas, moi, je veux comme on est là, on est 4, 5. Non, on n'est pas. Ouais, vous ne nous voyez pas, mais on est 5. Et ça, il faut le faire passer déjà aux soignants. On sera un peu moins seul et on va faire pression sur l'administrateur. Il faut commencer vite. Et à mon avis, dans les mois à venir, là. Hormis la canne à sucre, c'est le premier employeur de l'île, les hôpitaux, CHI. Du coup, on peut avoir un poids là. Alors déjà, est-ce qu'on peut agir au niveau du système de soins? Bah oui, il faut passer par haut, il faut aller voir Calange, rendez-vous. Hein. C'est que les directeurs qui décident. Mais alors, tiens, il y a moi. De qui je m'aide là, par exemple, à l'hôpital assez rapidement dans les mois à venir pour faire ça? Les gens présents au moins ici, puis pose la question. Moi, je serais toi, je publierai une très bonne idée en janvier. Sur le forum, bien bossé la semaine prochaine. Tu vas nous envoyer le lien YouTube, mettons, première semaine de janvier. Donc, ça commence une année. Et puis, à la fin, tu mets une diapo, bon, les cocos, c'est bien beau tout ça. Et là, une proposition de quelque chose, un petit comité qui irait en CME pour proposer des choses. Ouais, mais on va faire un comité CME et Michel Renouille proposait une asso ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais à fond d'accord. 3 ou 4. On va voir d'ailleurs. Mais peut-être comment il s'appelle? On expose ça en CME avant février. Il faut voir Philippe Oquidan, qui est vice-président, et comment il s'appelle, le gynéco là, de Saint-Denis. Oui. Et puis, en janvier, il n'y a personne, hein, tu n'auras personne. En janvier, il n'y a pas de réunion. Donc, à partir de février, et pour la CME de mars ou d'avril, ça va durer 3 minutes, 5 diapos, et au moins, ça sera dans le PV, et ça sera un début. Ouais. Et ne lâche rien. Comme ça. Non, je lâche pas de toute façon. C'est pas moi qui as bien aidé, bien. Tu vois, il y a tous ces gens là, Thierry Drevon, l'ASM SOI, Jean-Pierre, Laurent Cruanès et tout ça. Tu sais, c'est le. Appel à tous ceux qui regardent la vidéo, le milieu du sport, le milieu du soin. On s'associe, on se soutient et on sauve l'humanité tous ensemble. On est parti. Hein. En janvier et février, on se réunit. Et on commence à écrire les choses en février 2022. Janvier 2022, la réunion, elle est pure. C'est ça. S'il vous plaît, aidez-nous. Voilà. Alors, aidons-nous. Aidons-nous. Oui. Il faut toucher. Mais les politiques, alors. Ouais. Mais bon, moi tout seul, je le connais, je peux aller le voir lui parler. Ça veut dire que je le fais. Hein. J'étais dans les bureaux des politiques. J'aurais pu t'aider. Qui a déjà beaucoup agi parce qu'ils ont déjà diminué les voitures. Et ils m'ont dit si je fais ça, le jour où déjà j'ai diminué de 5% les voitures, j'ai eu 1000 écrits. Et mets-toi à ma place, mon petit gars, et tu verras. Du coup, c'est un discours de sourd, si je puis dire.
Pour revenir, excusez-moi, pour revenir à la réunion, on parle des vélos. Donc, on parle des vélos. Et si on fait des pistes cyclables, moi je le vois tous les matins, c'est dangereux, c'est horrible. Mais si on fait des pistes cyclables pour les vélos, un vélo, une voiture. Tu mets dans une voiture, tu rajoutes un vélo. Ouais, moi, je fais un appel à tous les soignants à tous venir en vélo, à installer des parkings et un appel aux politiques à interdire les voitures, même dans le centre de Saint-Pierre, ce qui est relativement imaginable et c'est vivable. Je relance cet appel, mais les gens qui ne sont pas au courant de toute la problématique parce qu'ils n'ont pas eu de diapo ne comprennent pas pourquoi je dis pour du vélo. Bruno, alors, il faut aller voir. En courant 2022, je pourrais te l'avoir, sans problème, parce que je connais. Rendez-vous avec monsieur le maire, Fontaine. Voilà, je vais exposer ça. Il n'en fera peut-être rien, mais il nous recevra, il écoutera. Ça fera peut-être rien, mais ça sera un début. Non, mais je continue à faire ça, ouais. Mais du coup, le problème, après, c'est un problème de temps aussi. Mais je connais le responsable de l'urbanisme, il faut le faire, ouais. Non, mais tout passe par le maire, par le président. Tous les autres, c'est des sbires. Tu vois. Ouais. Alors, sur le milieu politique régional, moi, je suis parti. Enfin, n'importe qui, d'ailleurs, même pas moi. Alors, il y a une commune qui serait très, très, très intéressée et attentive, c'est la Possession. Je connais tout. Voilà. La mère. Voilà. Bonjour à elle. Donc, elle n'est pas passée la région. Je pense qu'un jour, elle y passera. Et elle est à fond dans tous ses discours. Ah oui, on va reprendre contact alors du coup. Ah oui, je connais bien. Moi, c'est Bruno Le Marchand. Marie-Elisabeth, si elle m'entend. Je peux lui faire passer le message d'ailleurs. Merci. Oui, on peut arrêter la vidéo peut-être. Et voilà. Merci beaucoup.